Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette autre édition Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. L'on croyait le ciel entre le groupement interpatronal du Cameroun et le gouvernement truffé de nuages depuis la fin de non-recevoir du JICAM à une délégation du ministère de la Justice conduite par le ministre délégué dans la première moitié d'avril dernier. Les rencontres entre le JICAM et les membres du gouvernement s'étaient multipliées jusqu'à ce malheureux incident du 15 avril 2021. Avant Laurent Esso, dont l'indisponibilité de dernière minute avait été signifiée au patron, Louis-Paul Motazé et Manuel Ganou-Djoumessi, quelques mois auparavant, avaient sacrifié au rituel. Poser directement les préoccupations des patrons à ceux qui sont en charge de la gestion des affaires économiques du pays. Dans le cadre du dialogue État-secteur privé, le Premier ministre en personne est à Douala pour rencontrer la plus importante organisation patronale du pays. Au menu, le sempiternel problème de l'amélioration du climat des affaires, mais aussi et surtout la question du financement du PPRD NOSO. Entendez plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'où la question, comment financer le PPRD NOSO alors que l'économie nationale est fortement impactée par la crise anglophone qui perdure depuis bientôt 5 ans et plus près de nous, la pandémie Covid-19. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief du journal. Premier ministre au JICAM, enjeux et perspectives. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jean-Claude Youth. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir M. Serge Alain. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes. Le RDPC vous remercie de l'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Voilà, merci. À côté de vous, Christian Massoma. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Retour. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox ce soir. C'est avec un réel plaisir que je reviens sur ce plateau qui m'a un tant soit peu manqué. Et j'espère que nous allons, avec l'ensemble des panélistes ici, éclairer la lanterne de nos concitoyens. Voilà. Il est Marquez Dipan, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs de... Bien entendu, l'Equinox Soir. Voilà. L'émission la plus visionnée. Merci. À côté de vous, Dr Alvarez Goudiou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Monsieur Youd, bonsoir Monsieur Massoma et bonsoir Monsieur Zipan. Merci de m'avoir invité à cette tribune qui est l'une des plus regardées sur le continent africain et hors du continent africain. Car comme vous le savez bien, une des diasporas les plus dynamiques, c'est la diaspora camerounaise, en particulier africaine en général, et beaucoup sont écoutés sur Equinox car c'est l'un des supports médiatiques sur lesquels les gens parlent ce qu'ils pensent sans être empêchés. Voilà, je reste avec vous, docteur Goudjou. Je l'ai dit dans mon propos introductif. Quelle analyse, quelle appréciation vous faites de cette présence du Premier ministre alors qu'on sort de... On va appeler ça une mini-crise. Ce qui s'est passé en avril dernier. Pour vous, la présence du Premier ministre au JICAM. Je rappelle que c'est la première fois qu'un Premier ministre est au JICAM depuis sa création en 1957. Très sincèrement, comprendre ça. Très sincèrement, Serge Alain, j'apprécie cet acte du Premier ministre Dion Ngouté, chef de gouvernement. Le fait qu'il ait effectué le déplacement de Douala, surtout dans le contexte. Il vient souvent à Douala. Il vient, je vais dire, quand il fait le déplacement du JICAM à Boulando, pour moi c'est un acte à saluer. Pourquoi? Parce que vraiment c'est quelque chose qui ne se répète, qui ne se voit pas tout le temps, surtout pour un Premier ministre. Mais surtout, le contexte était vraiment tendu. Oui. Le contexte était tendu. C'est vrai que vous me rappelez, avril dernier, l'invitation qui avait été faite au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso,
pour des échanges avec le GICAM qui devrait en réalité participer à assainir, je ne sais pas quoi je peux dire, l'infrastructure judiciaire du Cameroun pour favoriser le climat des affaires. Et le garde des Sceaux à cette époque-là avait plutôt envoyé une délégation à la tête de laquelle il y avait le délégué c'est qu'il n'avait pas beaucoup plus haut au GICAM. Exact. Mais à mon avis, là, c'était un événement qui pouvait même passer inaperçu vu l'importance. Mais je crois qu'il y a une crise extrêmement importante entre les responsables du GICAM et au moins un membre du gouvernement au niveau du directeur des impôts. Car nous savons que pendant des longs mois déjà, le GICAM, connaissons la sortie du GICAM par rapport aux décisions, la manière d'agir du directeur des impôts. Et je crois en 2020, quand le directeur des impôts a décidé de venir à Douala pour présenter les réformes selon lui qu'il avait apportées au niveau de la fiscalité du Cameroun, pratiquement l'ensemble des membres du GICAM, qui est le premier patronat du Cameroun, ça fait 63 ans, si je me trompe, avant même les indépendances, l'ensemble des membres du GICAM... 1957. Exact. Ils ont boycotté le directeur des impôts. Cela montre clairement qu'il y avait vraiment un torchon qui brûle. Donc quand on voit ces deux événements, vous savez, les impôts, c'est très important pour l'État, pratiquement pour faire face à la plupart de ses charges. Et en réalité, la justice dans un pays, c'est un événement fondamental, même pour les chefs d'entreprise. Donc avec ces deux événements-là, nous pensons vraiment qu'il y avait un torchon qui brûlait. Et maintenant, le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, a pris sur lui. Là, moi, je le vois un peu dans le rôle d'habitude. Il dit, ok, moi, j'estime que le GICAM, ou alors les responsables, auraient pu être traités un peu mieux que d'instruire telle ou telle personne d'aller, effectivement, comme cela devrait être le cas. Moi, je préfère moi me déplacer. Moi, je dis d'abord pour la forme, vraiment, c'est un acte à saluer que John Gouté soit déplacé pour rencontrer les membres du GICAM. C'est vrai que lui aussi il avait un agenda, mais il pouvait envoyer d'autres personnes le faire. Par exemple, le ministre Alamine Ousmane Meké est pratiquement concerné par l'objet de la journée d'aujourd'hui, mais au-delà quand même, c'est à son avantage. Pourquoi? Parce qu'on notons quand même qu'en tant que chef du gouvernement, on a des difficultés importantes au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Pourquoi? Parce que quand on regarde les chiffres, on a des difficultés importantes à arrêter les budgets. Rien qu'au niveau du nord-ouest, les derniers rapports faisaient état, rien que les pertes directes pour les entreprises, c'est environ 800 milliards. 800 milliards! Ça ne coupe pas les rues, 800 milliards. L'État, en dehors de ces 800 milliards, les pertes infrastructurelles pour les entreprises, c'est-à-dire les infrastructures que l'on a détruites du fait de la guerre, c'est au moins 40 milliards. Et l'État même paie, d'autant plus que quand les entreprises fonctionnent, les entreprises paient l'État, c'est les impôts à l'État. L'État paie au moins, jusqu'en 2020, c'était un peu plus de 18 milliards, presque 19 milliards. Et au-delà de cela, pour moi, la variable la plus importante, c'est la variable emploi. Dans le nord-ouest et au sud-ouest, jusqu'en fin 2020, le GICAM déclare qu'il y a au moins 16 000 emplois qui ont été détruits. Or, nous sommes dans un contexte africain. Dans un contexte africain où une personne qui travaille, il y a parfois 10 à 15 personnes autour d'elle qui vit. Donc, nous avons au moins 160 000 à 200 000 familles qui sont impactées directement, rien qu'au niveau des emplois, par ce qui se passe au GICAM. Donc, par ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Donc, rien qu'en tenant compte des chiffres-là, le gouvernement devait se sentir extrêmement concerné, extrêmement préoccupé, parce que cela impacte directement même sur l'assiette fiscale. Mais maintenant, à côté de cela, il y a maintenant le plan de reconstruction. Parce que nos frères au nord-ouest, au sud-ouest se sont confrontés à des difficultés, à une destruction des infrastructures. Mais nos frères, beaucoup d'entre eux aimeraient rentrer chez eux. Et pour cela, l'État a des difficultés. Mais l'État a tendu la main, ou du moins une organisation internationale a tendu les mains à l'État du Cameroun, qui est le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et justement, le PNUD est dans un premier temps est disposé à disponibiliser un peu plus de 89 milliards pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour là, directement, sur les 89 milliards, ils sont prêts à donner 10%, donc environ 9 milliards. Et vous savez, pour reconstruire là-bas de manière directe, de manière objective, le gouvernement a jugé mieux que c'était bien de travailler dans un partenariat public-privé. C'est pourquoi, tout à l'heure au GICAM, le Premier ministre John Gouté a pris l'engagement de se dire que dans la gestion des fonds de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, l'État ne compte pas intervenir. Ils aimeraient que ce soit les privés, les entreprises qui participent à reconstruire le nord et le sud-ouest directement en collaboration avec le PNUD. Je dis, c'est encore quelque chose à saluer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je pense que quand on regarde les budgets tout récents qui ont été gérés avec un rôle de l'administration, on connaît tous les difficultés. Que devient l'équipe pour le Tasson? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. La réponse devrait facilement être apportée par le gouvernement. Mais ce qui est sûr, le Premier ministre, et je crois aussi qu'au-delà de cela, je crois que les causeries avaient les barrières de fond. Que ce soit de l'autre côté, vraiment, quand il voit comment on gère les choses chez lui, il se dit, ok, comme c'est vous qui gérez, donc laissez nous-mêmes essayer de gérer. Je dis par exemple au niveau des gars du PNUD. Oui. Moi je pense que quelque part ils ont. Donc vous voulez nous faire comprendre que ce qui s'est passé autour de Covid, c'est-à-dire la gestion, laissons le stade. Covid plus près de nous, n'encourage pas le PNUD de... Très sincèrement, vous aussi, à la place des barres de fonds, est-ce que vous pouvez commettre ce type d'erreur? Si vous donnez, on dispose de 214 milliards, en 6 mois les gars ne font pas un rapport. Est-ce que vous allez encore de l'autre côté? Puis ce sont les organismes qui se changent toujours. Oui. C'est les gars du corps diplomatique. Ils se changent toujours. Vous pensez que vous allez prendre encore le risque ailleurs puis en réalité, on pouvait se dire que le Covid, quand même, cela concerne tout le monde. Tout le monde peut mourir du Covid. Nous avons il y a des hautes personnalités qui sont décédées du Covid, comme les éléments bas de la population. Donc, au moins, comme c'est une question de maladie, on se disait que les gens pouvaient être conscients. Mais s'ils ne sont pas conscients sur la maladie, c'est pas pour aller construire quelque chose dans un village qui est très loin de chez eux, à mon avis. Qu'ils seront conscients selon peut-être les décideurs ou les experts du PNUD. Voilà, Christian Massoma, le Premier ministre est à Douala, un agenda bien rempli, hein, reconstruction surtout du Nozo, avec ce qu'on avait comme information, c'était qu'il fallait réhabiliter 350 écoles, 115 centres de santé, 400 points d'eau, 40 ponts, 500 km de lignes électriques, basse tension, 45 marchés, 12 000 maisons, voilà, 25 000 hectares de plantations à réhabiliter. C'est beaucoup, c'est énorme. Vous comprenez la présence du Premier ministre à Douala, en personne. Je peux comprendre. En place d'un ministre, comme il a dit, le ministre Alamine Ousmane Mey, qui pouvait venir rencontrer le patronat. Monsieur le docteur John Gouté décide lui-même d'effectuer le déplacement. Monsieur Otto, dans un pays normal, dans une république qui se gère démocratiquement, c'est tout à fait banal que le Premier ministre aille à la rencontre des organisations patronales et notamment de l'organisation patronale la plus importante. Quand vous regardez en France, en permanence, le président de la République lui-même rencontre le MEDEF, le représentant du MEDEF, parce qu'ils doivent discuter ensemble des orientations économiques du pays. Et puis le secteur privé, dans un pays qui aspire à se développer, est celui qui tient les rênes de l'économie. Nous avons été habitués dans notre pays, malheureusement, à ce que ce ne soit pas le secteur privé, mais plutôt la haute administration qui impulse les politiques économiques. Mais dans des pays qui se respectent, c'est le secteur privé. Donc, le Premier ministre aurait dû, depuis des années, y compris même le président de la République, aller à la rencontre du GECAM ou alors inviter le GECAM à des discussions pour pouvoir définir ensemble les orientations politiques du gouvernement en matière économique. Ça n'a pas été le cas. Mais quand le Premier ministre Diangoté arrive à Douala, dans quel contexte? Il arrive à Douala dans un contexte où on parle de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Mais, monsieur Otto, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je pense que les Camerounais sont interloqués par cette démarche. Pas parce que, dans le fond, ce n'est pas une démarche qui devrait être compréhensible tant le partenariat public-privé est vanté dans le monde entier aujourd'hui, mais parce que personne ne comprendrait qu'on parle de reconstruction sous les bombes. C'est-à-dire personne ne comprendrait que pendant que les nouvelles du front restent des nouvelles qui sont extrêmement alarmantes, qu'on nous dise qu'il y a un programme de reconstruction. Pour aborder un programme de reconstruction, il faut que la guerre cesse d'abord dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un préalable. Je pense même que c'est quelque chose qui rentre de la compréhension basique. Comment imaginer que des personnes qui ont déserté, vous avez parlé par exemple du secteur agricole, qui ont déserté... abandonné toutes les plantations. Voilà, abandonné les plantations, déserté les plantations, qui sont kidnappés, qui encourent des dangers énormes tous les jours sur la route du travail. Comment vous pouvez penser que ces personnes vont subitement, dans un contexte qui a plutôt tendance à s'aggraver, retourner dans leur plantation? Comment imaginer que les personnes iront travailler dans des chantiers de reconstruction en arpentant des chemins qui sont jonchés des engins explosifs et autre chose? Non, je pense que le gouvernement de la République doit comprendre que il y a un préalable. Christian, la commission, on va l'appeler comme ça, commission Tasson disait qu'elle allait commencer les travaux dans les zones pacifiées. Hein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Oui. Toujours est-il que le président de la dite commission qui était au GICAM d'ailleurs ce matin, et qui reconnaît que
de la cagnotte de 89 milliards, jusqu'à maintenant, il n'y a que 3 milliards et demi qui sont rentrés dans la cagnotte. C'est plus que moi qu'il est très difficile aujourd'hui d'envisager sérieusement et sereinement les projets de reconstruction, parce que ces projets seront soumis à la même tension qui est perceptible et qui ne permet pas sereinement aux investisseurs et à l'ensemble des entreprises qui vont gagner. Ces entreprises, prenons par exemple les gens qui devront réhabiliter peut-être le secteur routier ou autre chose. C'est des gens qui se déplacent avec des engins et qui se déplacent avec un certain matériel. Alors vous avez vu pendant des années que les sécessionnistes visaient particulièrement ce type de logistique qui était déployée sur le terrain. Donc, quel que soit l'angle sur lequel on va aborder cette question, quelle que soit la volonté affichée par le secteur privé, et cette volonté a été d'ailleurs clairement affichée aujourd'hui, sauf que ce que moi j'ai retenu, c'est que les chefs d'entreprise ont dit qu'il faut que l'économie des emplois remplace l'économie de guerre. Parce que l'économie de guerre profite à un petit nombre. Et ce petit nombre tient absolument à ce que continue à tirer les prébendes de cette économie de guerre. Or, au nord-ouest et au sud-ouest, on a besoin de la création d'emplois, on a besoin de la paix, on a besoin que la sérénité revienne pour que nos compatriotes puissent retrouver un minimum de paisibilité par rapport à leur famille et par rapport à leur perspective de vie sociale et économique. Ce n'est pas encore le cas. Le fonds qui veut même d'être, ou alors pour lequel on sollicite l'appui des partenaires privés en disant effectivement, peut-être que c'est une bonne chose que ça sera le PNUD. N'oubliez pas que nous sortons de la gestion des fonds Covid. Et avec tout ce que nous savons et tout ce que le FEB a émis comme réserve par rapport à cette gestion et avec les procédures qui sont en cours au niveau du gouvernement et de la justice camerounaise. Donc nous sortons d'un tel contexte. C'est pour ça que le chef du gouvernement, à mon avis, a tenu absolument, parce qu'au GICAM, ce n'est pas un exercice qui est aussi aisé que cela ne paraît. Vous avez tout à l'heure évoqué l'incident d'avril où pendant que les gens estimaient qu'ils allaient en villégiature, on leur a rappelé que non, nous sommes ici pour discuter du climat des affaires. Nous sommes ici pour discuter d'un certain nombre d'aspects juridiques et d'aspects économiques capables de rasséréner le climat qui prévaut autour de la gestion de nos affaires. Donc, nous ne venons pas ici juste pour faire semblant d'un certain nombre de choses. Donc, le Premier ministre savait qu'en allant au GICAM, il allait à la rencontre des personnes qui allaient exprimer leurs préoccupations. Et je pense qu'aucun de ces investisseurs ou le seul chef d'entreprise qui était présent aujourd'hui, même si les donations ont commencé, parce que j'ai vu que les brasseries de Cameroun, je ne veux pas leur faire de la publicité, ont commencé déjà à remplir la cagnotte et qu'il y a eu beaucoup de promesses déjà de la part d'un certain nombre de partenaires du secteur privé, mais ils savent très bien qu'il sera très difficile d'aborder durablement cette question de reconstruction tant qu'on n'aura pas résolu le problème de sécurité. Parce qu'il n'y a pas, en matière d'affaires, il n'y a pas il n'y a aucune possibilité d'investissement sans la sécurité. Et le problème numéro 1 du nord-ouest et du sud-ouest, ça reste le problème de la sécurité. Et le Premier ministre, qui est originaire de cette région, devrait plutôt s'investir davantage pour trouver enfin une solution. Et cette solution, tout le monde la connaît. Tout le monde a dit la même chose. C'est le dialogue inclusif. Tant qu'on pensera qu'on va aborder des solutions cosmétiques et on va faire du saupoudrage avec la création des régions ou la création... Mais Christian, vous avez vu le Premier ministre au nord-ouest, au sud-ouest, lorsqu'il a fait effectuer sa descente, je crois en avril 2019. Mai 2019. Oui, vous ne pouvez pas dire que le Premier ministre ne s'investit pas? On n'a pas dit qu'il ne s'investissait pas. Quels sont les effets jusqu'aujourd'hui? Après la distance du Premier ministre, on a vu le GDN, on a vu un cadre réglementaire après cette fameuse concertation de Yaoundé. On a vu la création du statut spécial. Monsieur Autour, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'est devenu ce statut spécial? Il y a encore quelques semaines, les membres du commandement traditionnel élus dans les régions ont exprimé des préoccupations et non parce qu'ils ne savent même pas dans quoi ils sont en train de voguer. Il n'y a pas de ressources, ils n'ont pas de locaux, ils ne peuvent pas siéger. Non, il faudrait que le gouvernement du RDP se rende compte que nous sommes dans des problématiques extrêmement sérieuses.
et qu'en tant que tel, il faut apporter des solutions sérieuses et arrêter l'entourloupe en permanence. Moi, je ne crois pas que cette reconstruction est possible en l'état actuel des choses. Okay. Quel que soit le fonds qui sera mobilisé, quelle que soit l'étendue de milliards qu'on va collecter, il va falloir d'abord régler l'épineux problème de la sécurité dans les zones... Jean-Claude Diop, cette question de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, il a dit le secteur privé est prêt à mettre la main à la poche, mais reste le problème de la pacification de toute la région. On a vu ces dernières semaines, il y a un nouveau mode opératoire il y a les bombes. On a vu au niveau de Galim, on a attaqué un poste. Est-ce que tout ça participe à rassurer ceux qui aimeraient bien aller de ce côté-là, investir, d'abord reconstruire, ensuite investir, sans la paix? Il est important de signaler que le niveau de sécurité est aussi fonction du niveau de menace. Vous êtes en train d'observer que les roquettes, par exemple, des Palestiniens se sont améliorées. Et évidemment aussi, l'armée israélienne aussi a amélioré son niveau d'intervention. Bon, ici, c'est pour revenir pour vous dire tout simplement que M. Christian Massoma, qui apparemment a assisté aussi à ces assises de ce matin, mais il a oublié de vous présenter, d'abord, de vous dire la brillante présentation du ministre Paul Tasson, qui a d'abord recontextualisé et donné la situation actuelle des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis un état des lieux, depuis le début du conflit en 2016 jusqu'à aujourd'hui. Il a même donné d'abord la situation économique en 2015, avant le conflit, et avec les différentes pertes, ou bien les différentes incidences sur le produit intérieur brut, sur la productivité locale de ces deux régions. Et il en ressort qu'à voir l'évolution de toutes les courbes, il y a eu une inflexion au niveau de 2019. Et de cette inflexion, nous avons un regain de départ depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce regain qui est véritablement significatif et qui se matérialise sur le plan de retour à l'école, sur le plan de retour des activités, même corporatistes, même le petit artisan, a recommencé à revivre et à se mettre au travail. Il a été dégagé et démontré que l'agriculture est fondamentale. L'agro-industrie est fondamentale dans ces régions, y compris dans l'exploitation minière. Une fois ceci étant dit, ça voudrait dire que, et avec ce léger mieux, le contexte sécuritaire est bel et bien en train de pouvoir s'améliorer. Et c'est ça qu'on dit le léger mieux. Et le ministre... les engins peuvent descendre là-bas et commencer le travaux? Mais là, les gens... En état actuel? Nous sommes en train d'observer plutôt, même au niveau du mouvement migratoire, nous observons plutôt des retours de nos concitoyens qui étaient venus dans les zones dites francophones et qui sont en train de regagner progressivement les zones pacifiées. Ça montre qu'il y a un léger retour. Mais maintenant, si on voudrait nous présenter des clichés en disant qu'il y a eu un bandit ou bien l'effet de surprise ou le terroriste à gauche, à droite, c'est normal. Même les pays démocratiques avec des armées très puissantes connaissent des enjeux et sécuritaires. Bon, ceci étant dit, il faudrait qu'on le précise encore un certain nombre de choses. Le ministre Paul Tasson, dans son développement, a dit que 3,5 milliards ont déjà été investis. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui a été collecté, parce que la quote-part de l'État de 10% sur les 89 milliards a déjà été donnée. 10% de 89 milliards, calcul simple, c'est 8,9 milliards. Donc ce qui veut dire qu'il dispose de l'argent. Mais maintenant, les projets sont là. Et l'État voudrait donc impliquer le secteur privé, donc c'est-à-dire le patronat, à venir investir, à s'approprier de cette économie-là, parce qu'en réalité, il a été démontré également que le secteur privé a œuvré à près de 70% sur les recettes fiscales de l'État. Donc, ce qui veut dire que le secteur privé est important. Et le Premier ministre est donc venu
pour tendre la main. Mais il faudrait qu'on explique également que le dialogue social entre le JICAM ou bien l'ensemble des groupements patronaux et tous les syndicats même des travailleurs a toujours existé. La différence ici, et peut-être l'originalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu tout simplement un changement des lieux. Parce que la plupart de tous ces patrons que j'ai vus et rencontrés aujourd'hui, ils rencontrent les ministres à l'appel et à la demande. Et y compris, vous vous souvenez même que le Premier ministre avait reçu en audience l'actuel président du JICAM. Donc, ce n'est pas la première fois. Qu'on veut maintenant vouloir nous dire que c'est la première fois que le Premier ministre est en train de s'impliquer ou bien de causer, de dialoguer avec le JICAM. Venir au JICAM. Oui, mais c'est pour ça que je dis que l'innovation ici... On ne pas confondre avec le CBF, Cameroun Business Forum. Ok, c'est pour ça que je dis que l'innovation ici, c'est que le Premier ministre s'est déplacé. Le Premier ministre du gouvernement s'est déplacé en personne sur haute instruction du président de la République. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et du développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Maintenant, ils nous ont présenté cela sur 3 phases qui s'étalent sur 10 ans. Parce que les uns et les autres pensent que les 89 milliards vont être investis tout de suite. Non, c'est sur 10 ans. Et la première phase table sur 3 années. La deuxième phase table sur les 5 autres premières années. Et ensuite, maintenant, la troisième phase, le reste. C'est de ça dont la question. Donc, je voudrais dire que l'investissement est progressif. Et le gouvernement a présenté également les gages de transparence en démontrant que le compte de gestion de cette reconstruction est un compte géré par le PNUD, qui est le partenaire. Donc, ce qui voudrait dire que si vous voulez, par exemple, apporter votre quote-part de contribution dans le cadre de cette reconstruction, vous allez tout simplement dans le compte géré par le PNUD. C'est un gage, un élément de transparence qui a été présenté. Donc, nous saluons vraiment cette sortie du Premier ministre et nous sommes sortis de ces assises-là véritablement satisfaits et voyant que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, après avoir connu la mise en œuvre de pratiquement l'essentiel des recommandations des recommandations du grand dialogue national. Vous dites l'essentiel des recommandations? Oui, je dis l'essentiel parce que je vais par exemple vous dire au niveau de l'ENAM, une session de common law, la commission... Ça, c'est les recommandations du grand dialogue? Les recommandations du grand dialogue ont permis... c'était avant l'ENAM. Oui, mais les recommandations du grand dialogue ont permis, par exemple, d'avoir la loi fondamentale du Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui aboutit à donner donc le statut spécial des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et il est effectif? Donc, il est effectif puisque les conseils régionaux sont au travail depuis le 22 janvier 2021. Bon. Alors, quel pays? Vous parlez de quel pays? Je parle du Cameroun. Je vous dis que le 22 janvier 2021 était la date d'installation des bureaux exécutifs des conseils régionaux. Donc, on a pu faire un bilan, un point sur les 100 premiers jours. Si vous voulez, on fera une émission. Oui, bien sûr, on va revenir. Voilà, Hilaire Dipan, le Premier ministre au JICAM, les chefs, les patrons sont prêts à accompagner le gouvernement. Mais comme on dit, je reviens toujours sur cet aspect, la paix. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui la situation là-bas, il a dit qu'il y a des zones qui sont pacifiées, mais je crois que l'élément qui montre qu'il y a toujours un problème là-bas, c'est cette journée de lundi qui est respectée. Oui. Prouve qu'ils ont toujours leur mot à dire. Comment donc aller investir dans une zone qui... ma foi, n'est pas encore véritablement pacifiée. C'est ça la grande difficulté. Vous voyez que vous avez du mal à cerner vous-même. Le problème, il est très large. Donc, je vais essayer, autant que faire se peut, compte tenu du temps qui nous est imparti. En 2015, le budget du Cameroun était de 3 776 milliards. La contribution de la zone anglophone était d'à peu près 40% pour ce qui était de la société. C'est avant la crise. Avant la crise, agroalimentaire et naturellement le secteur névralgique qui était le secteur pétrolier. Vous voyez que c'est important. Il faut préciser en termes de chiffres parce que ce n'est pas vrai. La zone du nord-ouest et du sud-ouest contribue à hauteur de 16,5% au niveau du PIB camerounais. Donc il faut déjà que vous regardez bien vos chiffres. Je parle du budget, il parle du PIB. Oui. En termes je parle du budget au niveau des richesses. Je parle du budget. Je n'ai pas parlé de la production de la richesse. C'est différent. Si on peut faire tout un segment sur l'économie. Entre 2015 et 2016, le budget est passé à 4 326 milliards.
Oui. C'est une progression. Quand vous voyez la quote-part de la contribution dans le budget national venant de la zone anglophone, elle était d'à peu près 600 milliards. Vous prenez là les recettes pétrolières, ça se trouve dans la zone anglophone. Vous prenez les sociétés complètement agroalimentaires, ça se trouve dans la zone anglophone. C'est ça, cette contribution. Et elle se décompose naturellement de la TVA, des centimes additionnels communaux et naturellement des emprunts que l'État prend pour investir là-bas. Voilà les éléments. Nous sommes avant la crise. La crise vient du fait qu'il y a une malgouvernance. Les gens de la zone anglophone estiment qu'ils contribuent pour beaucoup et en reçoivent peu. C'est ce qu'ils appellent des marginalisations. Et nous avons connu tout ce que cela comporte. Je ne veux pas revenir dessus. Vous connaissez bien le mécanisme. Puis le Premier ministre, chef du gouvernement, John Gouté est nommé. Et en mai, il se présente là-bas. Que dit-il? Nous sommes prêts à discuter de tout, sauf de la séparation. De tout. C'est ce qui discute le discours inclusif. Nous sommes prêts à discuter de tout, sauf de la séparation. Moi qui suis Camerounais, j'ai été content d'écouter celui-là. C'était le discours inclusif. Il était prêt à discuter avec tout le monde, sauf de la séparation. Mais, qui lui a tiré dans l'aile, en plein vol? C'est le militant du RDPC, membre du gouvernement, à France 24. Je m'arrête là, pour ne pas prendre du temps. Je ne lui ferai pas l'honneur de citer son nom. Et, naturellement, la crise a pris une autre tournure. Nous avons vu des ministres, je ne suis pas du RDPC, se battre pour que les enfants aient à l'école. Le ministre Ernest Galibibé aux enseignements secondaires. Ouais. Se battre dans la zone anglophone pour que les enfants retrouvent l'école. Ouais. Moi qui ne suis pas du RDPC, je l'ai accompagné. Parce que l'école est centrale. Quelle que soit la revendication, y compris de l'UPC, on laissait les enfants aller à l'école. Et là, il avait réussi. Donc, la crise se séparait de la crise anglophone. Je plante le décor comme ça pour que vous compreniez très bien que le mal se trouve dans votre propre camp et non du côté des Camerounais. Et aujourd'hui, pour faire une digression, pour fermer cette parenthèse-là, pour reconstruire la zone anglophone, qu'est-ce qu'on fait? On a écarté l'État. C'est le prélude. Preuve qu'il y a la malgouvernance. Voilà. Il y a encore Covid, hein? Preuve qu'il y a la malgouvernance. Vous voyez que le système administratif camerounais fait de corruption et de passe-droit ne marchera pas dans la zone anglophone. Et c'est ce que le Premier ministre est venu faire. Là, je lui tire chapeau. Félicitations. Mais il faudra donc qu'on puisse expérimenter ça alors. Et depuis l'arrivée du Premier ministre, qu'attend il là-bas comme évolution pour la prise en conscience de la zone anglophone? Il y a les élections municipales, ça a changé. Il y a les élections régionales, ça a changé. Vous faites le bilan des régionaux. Je dis les évolutions, je n'ai pas dit faire le bilan. Je dis qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution. L'évolution qu'il y a eu les élections municipales, ça a changé. On a les élections régionales, ça a changé. Vous savez, la bonne foi commande qu'on a le bon sens. Donc, je vous donne les éléments qui participent de ce qu'il y a la frustration. Et du côté régional, les chefs viennent de marquer leur étonnement. Oui. Donc, les élections n'ont pas résolu le problème, ça a plutôt créé une autre couche des gens élus qui sont cette fois-ci frustrés. Vous voyez que vous avez compliqué plus le problème. Le dernier élément que je voudrais verser dans ce jet, et qui me semble tout à fait important, c'est que veut faire le Premier ministre? Il veut la participation, mais le prélude, qu'est-ce qu'il a dans la cagnotte? À peine, vous avez étalé sur 10 ans. La zone anglophone, qui contribue pour 16% du produit intérieur brut, comme vous le dites, oui, qui contribue pour le pétrole pour 750 milliards de recettes pétrolières, reçoit 89 milliards pour sa reconstruction. Vous pensez que c'est responsable devant une télévision de dire ça? Sur 10 ans. Vous pensez que c'est responsable? Mais est-ce que la zone a été Vous pensez que c'est responsable? Vous posez une question de rapport chiffré. On dit on reconstruit ce qui a été... Je vous parle de rapport chiffré. Vous apportez dans une économie pour 750 milliards de recettes, vous en recevez 89 milliards pour 10 ans. Il ne faut pas venir dire ça sur un plateau.
Quel est dire ce lien Donc, lorsque vous construisez, par exemple, une maison qui a été détruite, elle a quel impact dans le retour sur investissement? Donc, justement... On est en train de vous dire qu'on est en train de reconstruire des choses qui ont été détruites, qui ne sont pas forcément des investissements d'ordre économique. C'est du social, c'est du culturel, c'est du traditionnel. Donc justement... Monsieur Zipan, il ne faut pas distraire les Camerounais. Laissez que je termine ma conclusion. C'était pour vous dire justement que les 89 millions n'avaient rien à voir avec ce qu'il est de la production d'investissement. Donc, quand vous avez soulevé tout à l'heure, vous avez bien compris pourquoi j'ai parlé du budget. Parce que la contribution à l'investissement qui participe de ce que la richesse nationale est différente de ce qu'est le social. Donc, le 89 milliards, c'est pour le social. Voilà ce qu'il fallait faire comme différence. Vous êtes venu d'une manière péremptoire à faire un chiffre. 89 milliards, c'est pour le chiffre. C'est pour les ponts, les routes, les écoles et bien entendu les logements. Ça n'a rien à voir avec la production de la richesse nationale. Ça a même été dit par M. Serge Alain Autour. En plus, il veut refuser. Je dis ça a été dit par M. Serge Alain Autour. Justement, donc vous parlez des villes, le budget de 89 milliards ne peut pas être comparé par rapport à ce qu'ils apportent en termes de richesse. Le dire, c'est les frustrer. Il faut leur rappeler que c'est des besoins sociaux qui n'ont rien à voir. Donc, on peut les dire qu'au-delà de leurs revendications de la zone anglophone qui peuvent être la leur, surtout que ça me gêne même cette expression-là. Cette expression-là me gêne-là. Qui n'en demeure pas moins qu'ils laissent que les projets sociaux puissent prendre leur corps. Mais les projets sociaux ne prendront leur corps que s'ils sont dans un état. Et là, les recommandations du Grand Dialogue National, du suivi du Grand Dialogue National, parce que j'y étais, j'ai eu l'honneur d'être invité, attestent que ce plan d'urgence présidentiel était dans le social. Il reste au Premier ministre. Dans, naturellement, ce qu'il a dit, les négociations avec les partenaires étrangers, y compris les internationaux, de voir comment désamorcer naturellement cette fois-là et de refaire revenir les emplois. Les 89 millions n'apporteront pas les emplois directs. Elles vont donner des emplois aux entreprises. Et aujourd'hui, prenons les secteurs sur lesquels on table. Et c'est pour ça que le Premier ministre a été invité au GICAM. Les secteurs, à l'heure actuelle, dans le secteur de l'infrastructure, quels sont les meilleurs? Ce sont les Chinois, suivis des Français. Les sociétés françaises ne viennent qu'en 3e position. Il venait donc au GICAM, naturellement le Premier ministre, faire la part belle en disant donc que vous serez prioritaire. Et cette fois-là, ce serait la priorité nationale au détriment de l'appel d'offres international qui donne la part belle, par exemple, aux Chinois et aux Français. C'était ça. Mais là, vous êtes en train de parler comme si c'est une répartition du gâteau. On est en train de vous dire qu'on a demandé au patronat de venir saisir les opportunités de la reconstruction des zones du nord-ouest et du sud-ouest. C'est différent. C'est-à-dire que quoi? Les brasseries du Cameroun, par exemple, qui ont fait leur annonce, disaient qu'ils vont investir pour une première phase de 500 millions et ensuite ils vont élargir cela pour une deuxième phase à 1 milliard. Donc, ce n'est pas une part de gâteau à aller prendre auprès du gouvernement, c'est plutôt des opportunités à saisir, de par le fait que quoi, la reconstruction a créé donc un besoin. Et de ce besoin, l'État est en train de prendre sa quote-part des choses, et maintenant le patronat vient donc investir parce que le marché est là, les besoins sont là. C'est de ça dont il s'agit. Il est extrêmement difficile de partir du social pour la production industrielle et de partir industrielle pour la création de l'activité. Je ne sais pas dans quel secteur vous vous trouvez. On est dans une situation simple. Quand vous parlez de 500 millions, les brasseries Cameroun ne sont pas investis dans la zone anglophone? Non. Est-ce que les brasseries n'ont pas fermé pour la plupart des usines là-bas? Est-ce que c'est pour relancer? On ne comprend pas. Le premier employeur du Cameroun se trouve, après l'État, se trouve où? C'est dans le sud-ouest. Alors, donc vous voyez qu'il faut aussi qu'on annonce aussi les chiffres pour pouvoir faire ça. Non, je pense que ce qui vous embête, c'est que vous voulez à tout prix avoir raison dans une démarche constructive. Et ce que nous demandons, c'est que la démarche constructive du Premier ministre a besoin d'avoir un appui politique. Et cet appui politique doit avoir une cohérence gouvernementale. Mais la difficulté, c'est que c'est dans le gouvernement principalement que se trouvent les détracteurs de la démarche du Premier ministre. Et c'est alors qu'il était donc obligé d'aller créer même une caisse autonome. Parce que le fait que les sociétés vont soustraire là-bas, vont soumissionner là-bas, ne va pas passer par le ministère des marchés publics. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le trésorier payeur qui touche ses 10%. Ça n'a rien à voir. C'est ce que le Premier ministre est venu dire. Et nous pensons que, comme le Cameroun est sinistré à partir de sa zone anglophone, le Covid a sinistré tout le Cameroun. Donc il faut que donc on mette complètement l'écart, tous les passations des marchés publics. À partir de ce moment-là, on va faire lancer l'économie. Ça, c'est le message qu'il faut retenir ce soir. Pour vous, les gens Docteur Ngodjo, cette situation, je continue, je persiste. Les chefs, les patrons qui aimeraient investir de ce côté-là, tant qu'il n'y a pas la paix, est-ce que c'est encourageant? Serge Alain, le 9 mai dernier,
à Moscou, il y avait ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, qui est en réalité pour la Deuxième Guerre mondiale, où il fête le succès de l'armée rouge sur les troupes nazies. Et celui qui dirige le défilé là-bas depuis un peu plus de 5 ans, le ministre de la Défense, le général Sergei Shoigu, le général de division, héros de l'ordre de Russie, c'est la plus grande. Comment est-ce qu'il fait pour obtenir cette médaille? Le ministre de la Défense de Vladimir Poutine pendant des années. En réalité, un peu plus tôt, il était ministre des situations d'urgence. Et en Russie, comment fonctionne le ministère des situations d'urgence? Le ministère, ils n'attendent pas qu'il y ait une crise. Par rapport à toutes les villes, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Il y a déjà, on dit, si on lance une bombe atomique ici, voici le protocole appliqué. S'il y a inondation ici, voici le protocole appliqué. S'il y a guerre ici, voici le protocole. Le ministère des situations d'urgence applique les solutions, les met dans les tiroirs. Et quand la situation se présente opportunément, on ne réfléchit pas, on exécute. Oui. C'est ce qu'on appelle la vue prospective. C'est sincèrement, même s'il n'y a pas encore la paix au Nozo, je ne pense pas qu'on puisse reprocher à l'État du Cameroun d'avoir au moins une vue prospective. C'est-à-dire de rencontrer des partenaires du secteur privé, de commencer déjà à ébaucher les tentatives de solution. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre qui met déjà bientôt 4 ans. S'il faut attendre qu'il y ait totalement la paix pour commencer à penser à des solutions, je me dis que très sincèrement, si l'État attend qu'il y ait totalement la paix pour commencer à apporter des solutions, nous les reprocherons, nous leur demanderons qu'est-ce que vous faisiez en 4 ans. Mais moi je pense que ce n'est pas de trop de préparer déjà les solutions pour une éventuelle perte totale. Ça c'est quelque chose. Mais maintenant, et vraiment c'est pour le déplorer, hein, c'est vrai que nous sommes contents que John Gouté ait fait le déplacement pour le JICAM. J'ai entendu notre ami Jacques Yacht dit que de temps en temps, les ministres ont le JICAM au téléphone. Je dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des cadres officiels pour les échanges. Et c'est même pas une question de ministre, c'est une question présidentielle. Même le CBF auquel vous faites allusion, le Cameroun Business Forum. Dans les pays, même voisins au Cameroun, à peu près dans le même contexte, le président se déplace. Non seulement le président, il préside le forum. En Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara qui préside le forum. Hein. C'est pas une question de déplacement seulement. Au Sénégal, c'est pratiquement partout. Je vais dire pour nous, nous sommes en train d'applaudir le Premier ministre. Mais je dis qu'ailleurs, c'est le président. Moi, on devrait avoir honte. Mais maintenant, au-delà de cela, moi je dis, nous sommes en train de... Parfois, je le dis, l'histoire peut bégayer, mais l'histoire se répète. Nous, en tant que Camerounais, cela peut choquer. Nous, en tant qu'intellectuels, entre guillemets, ou petits intellectuels, nous devons avoir honte que pour gérer une si minable somme d'argent, qu'on confie la gestion de cela à un organisme des Nations Unies. La réalité, c'est que nous sommes en train d'être mis... nos états de service qui nous rattrapent là. Très bien. Nous sommes en train d'être mis sous tutelle. Alors, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, ce n'est qu'un démembrement de l'ONU qui n'est qu'une petite fille ou une fille de la SDN qui nous a mis dans tous les problèmes de la Terre parce que nous étions sous tutelle. Ce sont eux qui géraient nos affaires. Après la naissance de la Société des Nations, jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'aller à bientôt 100 ans. Nous sommes en train de rentrer sous tutelle. C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire, nous on a tellement mal géré nos pays. On a tellement démontré que nous n'étions pas dignes de confiance. On se dit, ok, vraiment, vaut mieux encore redonner notre pouvoir, notre souveraineté. C'est ce qu'en fait, le Premier ministre est arrivé à Douala aujourd'hui, dit ceci, en termes simples, aux responsables du GICAM. Nous avons été incapables de gérer notre pays sur certains aspects. Nous pensons qu'il faudra encore que nous rentrons sur tutelle et les Nations Unies prennent notre souveraineté. C'est ce qui s'est passé. Et je dis, c'est une honte pour nous. Nous tous en tant que Camerounais. Parce qu'en réalité, vous parlez des fonds Covid. Mais si on parle des infrastructures, de la CAN, très sincèrement, est-ce qu'on n'a pas honte? Vraiment, on peut aimer l'État, on peut aider l'État, on peut conseiller l'État. Est-ce qu'on n'a pas honte? Même les milliards de tournées, est-ce qu'on a respecté la date? Jusqu'à aujourd'hui, on titube encore. Encore hier, on cherche encore 55 milliards. Est-ce que nous ne devons pas avoir honte quelque part? Moi, je pense que parfois, nos dirigeants ont besoin qu'on leur dise la vérité. Très chers amis, tous les problèmes pour lesquels nous sommes en train de débattre aujourd'hui, liés au NOZO, c'est parce que nous avons été mis sous tutelle des Nations Unies ou de son ancêtre. Et en réalité, c'est ce qui est en train de se passer avec la reconstruction. On va vous taxer d'être antipatriote. Hein? Non, c'est pas une question d'antipatriotisme. Il faut dire, non, regardez, vous savez,
Partout. C'est chez nous qu'on pense là. Moi, il m'arrive, ailleurs sur d'autres plateaux, il y a des années où on faisait des débats sérieux. Il y a des gars de la DSP qui venaient. Ils demandaient la copie de l'émission. Ils disent que le patron a demandé la copie. Voilà. Je dis, la DSP là. Oui. Je veux dire, Afrique Média pour ne pas la citer. Oui. Ils prenaient la copie de l'émission. Ils disent que le président a regardé. Il veut la copie. Ils venaient là. Ils sont au plateau. Ils ne font pas les bruits. Des gars très polis. Non, c'est pas le président qui dit que exact. Vous êtes des antipatriotes, c'est les autres. Exact. Ils restent tranquilles là. Ils disent, gars, nous voulons. On parle au patron. On dit, ok, on patiente. Après, on fait la copie de l'émission. Parfois, ils dorment même là. Ils partent le lendemain à Yaoundé. Pour dire quoi? Pour dire que, et c'est ça dans le processus de prise de décision. L'élément fondamental, c'est la vérité. Même à la maison. Si vous avez un enfant qui commet les erreurs des gaffes et que votre épouse vous cache l'information, vous n'êtes pas un dieu pour tout savoir. Mais si maman vous dit, ok, il a mal travaillé à l'école, il a fait l'école buissonnière, il a fugué, vous prenez facilement une bonne décision. Ce n'est pas détester le pays ou être antipatriote que de dire qu'ici il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous pensons que nous faisons de telle manière ça va marcher. C'est pas ça. Ok. Question? Oui, moi je vais marteler cela encore. C'est-à-dire, quels que soient les développements qu'on va essayer de présenter sur la prospective économique dans le nord-ouest et le sud-ouest, la solution économique ne peut être adossée que sur la solution politique. C'est-à-dire, il sera très difficile d'envisager une reconstruction qui soit sereine sans envisager une solution politique. Parce que tout ça part, comme l'a dit Hilaire tout à l'heure, d'une frustration légitime de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on nous a servi? On nous a servi une espèce de saupoudrage en matière de mesurette et de solutions pour pouvoir résoudre un problème qui était beaucoup plus profond que ce qu'on a voulu faire. Parce qu'il n'y avait pas une réelle volonté politique à pouvoir résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Tout le monde l'a dit ici. Notre position au MRC a été très constante. Personne n'est pour la séparation. Donc ce n'est même pas une option. Le président national l'a dit à plusieurs reprises. Mais par contre, il faudrait qu'un débat entre Camerounais, les yeux dans les yeux, comme la conférence qui a eu lieu à Fumban. Je ne vous interromps pas quand vous parlez. Ayez un tout petit peu d'amabilité de pouvoir écouter les autres lorsqu'ils utilisent leur temps de parole. Donc que les gens se disent que non. Aujourd'hui, l'option de gouvernance de notre pays n'a peut-être pas été la bonne. C'est pour cela que nous sommes arrivés à cette situation. Il faudrait qu'on essaye d'envisager et d'aborder les choses différemment. Ce débat qui aura le mérite d'être clair avec les interlocuteurs crédibles nous permettra de définir la forme de l'État et de peut-être définitivement résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que quoi qu'il arrive, ça restera toujours un problème politique. La solution militaire a été inopérante. Nous sommes aujourd'hui en train d'envisager déjà la reconstruction alors que le socle politique qui doit être adossé à cette reconstruction n'est pas encore celui auquel nous assistons en ce moment. Moi je le dis, je ne pense pas que les projets de reconstruction et que la politique qui veut être impulsée par le Premier ministre du gouvernement aura un écho favorable parce qu'il y a même un problème de confiance. Même quand vous travaillez dans une zone, il faudrait que, s'ils ne sont pas des interlocuteurs directs, mais ils sont les destinataires finaux des projets qui seront entrepris. Mais je ne suis pas sûr que les populations du nord-ouest et du sud-ouest, en ce moment, ont un niveau de confiance suffisant vis-à-vis du gouvernement du Cameroun pour pouvoir être en phase avec les projets qui seront menés pour leur propre bénéfice. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est bien que le Premier ministre descende au JICAM, c'est bien qu'il envisage que le secteur privé puisse participer à cet effort de reconstruction à travers ce fonds de reconstruction, mais il faudrait d'abord, avant tout, apporter une solution politique à cette crise du nord-ouest et du sud-ouest, et c'est cela qui conditionnera l'avenir de cette reconstruction et l'avenir économique qui maintenant est tributaire des investissements productifs. Exactement. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on fasse la différence entre ces investissements sociaux et les investissements productifs. À l'état actuel des choses, aucun entrepreneur sérieux ne peut aller investir de l'argent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Personne ne peut le faire. Voilà, je rappelle. Le climat qui justement, je rappelle que les meuniers du Cameroun ont donné ce matin au JICAM 200 millions de francs pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Réaction? C'est une très bonne initiative et ça montre que le JICAM a bel et bien adhéré à ce projet-là. Voilà, on revient après le journal, c'est promis. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette visite historique du Premier ministre au siège du JICAM. Célestin Tawamba, président de l'organisation patronale, l'a dit, en 60 ans, c'est la première fois
qu'un chef du gouvernement se déplace et pour discuter avec les chefs d'entreprise au siège du JICAM. Cependant, ils n'ont pas manqué de présenter au Premier ministre le tableau sombre de l'économie nationale en liaison avec la crise sécuritaire dans cette partie du Cameroun. Célestin Ntawamba a exhorté le gouvernement à privilégier des options autres que la stratégie militaire. Vous suivrez dans ce journal le point sur les premières promesses de contribution des chefs d'entreprise, des contributions qui ont franchi la barre d'1 milliard de francs CFA et les assurances du Premier ministre, la garantie et la transparence dans la gestion de ces fonds qui sont mobilisés auprès du secteur privé. Et au moment où le Cameroun est en train de négocier des nouveaux financements auprès du Fonds monétaire international, un sommet sur le financement des économies africaines se tient à Paris, en France, et on vient d'annuler la dette du Soudan à la suite de cette situation difficile liée au désastre économique engendré par la pandémie du Covid-19. Le Cameroun s'est fait représenter par le ministre des Finances à cette rencontre. Quelles en sont les principales résolutions au terme de la première journée de discussion? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'un important problème qui se pose dans les zones rurales au Cameroun. L'exploitation des carrières entraîne des pollutions des cours d'eau et des nuisances sonores et la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Les populations s'en plaignent. Les exploitants de carrières donnent le sentiment qu'ils ne sont pas en train de prendre en compte leurs préoccupations. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, ce sera donc dans un instant, le 20h de Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal. Mais avant tout ceci, madame, une page de pub. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1.